まんまと大変を巻き起こしおった。Alors à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène. Live réaction, review des chapitres 854 et 855 de Kingdom. Alors, autant vous dire que j'ai rarement autant été aussi sollicité que pour faire ce live réaction. D'habitude, les gens me disent « Ouais, Fumigène, quand est-ce que tu vas faire ton live réaction, machin et tout ?» Mais bon, je sens que c'est pas non plus... voilà, je suis pas non plus, entre guillemets, harcelé, quoi. Parce que je veux dire, et là, j'ai eu énormément de messages. J'ai eu des gens qui ont tenté de me spoiler, mais au moins une vingtaine de personnes qui ont essayé de me spoiler tout, sauf que moi, bah, vous connaissez les frérots, j'ai une barrière anti-spoil, j'ai des gens qui ont accès à mes réseaux et qui lisent les messages des fois, enfin même souvent, avant même que moi je puisse les lire, et qui me disent immédiatement, non, attends, ce message-là, hop, hop, hop. Parce que dire, il y a des gens qui ont tenté de me spoiler. C'est pas des blagues, hein, ce que je vous raconte, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Donc je me suis dit, waouh, 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 waouh. Honnêtement, ça m'a rappelé les belles heures de Kingdom, vous savez, Mort de Kanki, où effectivement la hype était à son maximum, où je recevais par chapitre 40-50 messages, c'était une folie. Donc là, effectivement, je me dis, il doit se passer quelque chose, il doit se passer quelque chose pour que je sois autant sollicité. Bon, on va regarder ça tranquillement, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis à chaud, parce que bah, forcément, c'est pas une review à froid, donc voilà. Et voilà, et avant évidemment de commencer cette vidéo, je vous remercie quand même les frérots, parce que les stats sont tombés concernant Frantz Fanon, les couleurs du combat, et franchement, on a encore une fois fait sold out. C'est-à-dire qu'on en était à une deuxième réimpression, mais on l'a liquidé, clairement. Donc là, on a lancé encore une troisième réimpression. Franchement, ça fait super plaisir. J'ai encore des frérots qui m'ont prévenu encore la semaine dernière, notamment mon frérot Akassé, que je big up dans cette vidéo, qui lui m'a dit, bah écoute, là j'ai pris le tome, et franchement, bah, ils étaient déjà bientôt à court, etc. Donc franchement, ça fait super plaisir. Mais encore une fois, je le rappelle, il est disponible, évidemment, sur toutes les plateformes, Amazon, Cultura, Fnac, etc. Allez-y, les frérots. Si vous n'avez pas encore soutenu votre frérot Fumigène, allez-y à fond. Franchement, ça me fait super plaisir. Et vous allez découvrir vraiment un personnage incroyable. Et si vous voulez soutenir votre libraire, ce que je vous recommande, bien évidemment, vous vous rendez en librairie, dans n'importe quelle librairie. Ok, moi, j'invite pas à aller plus là que là, mais dans n'importe quelle librairie. Et s'il n'est pas dans les rayons, vous allez voir votre libraire, vous lui dites, écoute, est-ce que tu peux commander, s'il te plaît, Frantz Fanon, les couleurs du combat d'Olivier Méry, de Daniel Fernandez de Almeida, chez Caraïbes Éditions. Et normalement, vous l'avez en une semaine grand maximum. Ok? Bon, on attaque cette review live réaction du chapitre 854. Donc ça commence par une très belle armure de Kyukai-sama, bah, belle armure qu'on avait déjà vue. Donc là, normalement, on est dans le début. Hein. Là, c'est bon, il faut que ça commence, hein, parce qu'il me semble qu'il y avait déjà eu les discours. Hein, donc c'est bon, là. Alors, chapitre 854. Voilà un adversaire bien énigmatique. Il semble simple, mais également difficile à combattre. Il ne s'agirait donc pas d'une armée rigide, mais d'une armée souple, à la manière de ma Gakuka. Pourtant, leur morale est au plus haut. Ils ne dégagent aucune sauvagerie. Il parle de qui déjà, celui-là? Je ne me souviens plus. Bref. Gakuka, première escouade. Bien, nous allons engager la force de l'armée ennemie. Nous savons deux choses. Primo, notre adversaire n'est pas le terrifiant Shibasho. C'est mieux pour toi, oui, c'est vrai. Secondo, notre armée est particulièrement bien placée pour atteindre Kantan rapidement. Il nous suffira de tout donner en chargeant vers l'est. Ok. Donc Seigneur Muten, l'armée d'Aizen sur l'aile droite est prête. L'armée de Rikuzen sur l'aile gauche l'est également. Et le centre se tient bien sûr prêt à partir à tout moment. Ok, d'accord. Ok, ouais, je l'ai pas lu dans le bon sens, pas grave. Ok, d'accord. Donc la Gakuka est prête à partir. Chargez, pleine de Fugen, Gakuka. Les voilà. Ah ouais, donc il combat Bafuji. Bafuji, le revenant. Il combat Bafuji. Ok, bon, ça va, c'est... Bon, c'est pas non plus un main event, c'est pas non plus une confrontation très... Enfin, franchement, Bafuji et Kotsuminaku, bon. Voilà, quoi. Mais bon,
Très belle double page. Envoyez notre première escouade. Nous allons voir à quel point leurs soldats sont bien entraînés. Chargez, saignez les à blanc. Ok, les armées conjointes de Kotsuminaku et Bafuji, la bataille commence. Ok, donc c'est Gakuka versus les armées conjointes de Kotsuminaku et de Bafuji. Bon, ok. Alors, on passe maintenant à l'armée du général Huhon de la Gyoku-hu. Allez, l'armée d'Akakin sur l'aile gauche est en position. Commençons. Nous enverrons tout d'abord l'armée du centre et celle de Kanju sur l'aile droite. Donnez-leur l'ordre d'attaquer. Bien, c'est parti. Première escouade, chargez. Envoyez l'aile gauche pour les recevoir. Donc lui, il combat le général Reijuku de Zao. D'accord. Envoyez l'aile gauche pour les recevoir. Nous allons attirer leur armée centrale et les décimer. D'accord. Donc on est sur les plaines de Ryukei. La Gyoku-hu affronte l'armée de Reijuku. La bataille commence. On va les cribler de trous. Ok, donc là ça commence. Donc Huhon, lui, va combattre général Reijuku. Bon, c'est pas non plus une confrontation aussi très alléchante. Mais bon. Plaine de Benru. On y va, général Rokuomi. Devrait-on relayer le message au centre et à l'unité de Ryokoku? Inutile, ils partiront quand nous bougerons. Bien. Ok, donc là Rokuomi se lance aussi. Et là Rokuomi, lui, va rencontrer général Ganshu de Zao. Général, l'ennemi a lancé l'assaut. Envoyez une unité de taille équivalente à la leur pour les contrer. Armée de Rokuomi versus armée de Ganshu. La bataille commence. Donc là, ça commence. Ok. Plaine de Rekiba. Ouais, ça, on l'avait dit, hein, que ça allait faire tac, ça allait passer de plaine en plaine. Donc bon, voilà. Il a un bon petit cara design, le général Ganshu. J'aime bien son cara design. Pas mal. J'espère qu'il va faire des choses. Ah, on arrive sur du sérieux là. Kansaro, c'est parti, de l'aile droite de l'armée de Shibasho. Alors, donc, général Ankai, l'aile gauche de l'armée douzaine, sur fumée. Général, la première escouade de l'armée ennemie approche. Ils ont donc pris l'initiative. Ah, ne les faisons pas patienter. Réjouissez-vous, car un festin d'entrailles et de sang nous attend. L'avant-garde dirigée par Ankai vient de partir. Kansaro. Ah, ben lui, il a une affection particulière pour Kansaro Soho, hein, bah oui, parce qu'il l'a laissé partir. Hein. Bref, on verra ce que ça donnera, cette histoire sur le champ de bataille. La justice est de notre côté. Oh, c'est qui, lui? Non, mais c'est quoi? C'est un gourou, lui? N'ayez pas peur, fiers soldats de Zao. Si Kansaro est le glaive de Seika, alors moi, Donsari, je suis son bouclier, sa colonne vertébrale. Oh, toi, tu vas mourir bien vite, hein, je le sens. Général Donsari de l'aile gauche de l'armée Chiba. Oh, toi, tu vas crever très, très rapidement, je le sens, ça se sent, toi. Déjà, tu vois, si Hara ne prend même pas le temps de faire un gros plan sur toi, qu'on voit bien ta tronche, c'est que toi, tu vas crever très rapidement. Si le seigneur Shibasho représente notre belle Seika, alors moi, Donsari, je suis les murailles. Ouais, non, mais là, en fait, en gros, c'est frérot, t'es pas Moubou. Celui qui arrive à dire « je suis le plus fort, donc vous êtes les plus forts », c'est Moubou, d'accord? Toi, tu n'y arrives pas. Toi, ça fonctionne pas. Les discours du seigneur Donsari sont aussi incompréhensibles que d'habitude. Bah voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Vous voyez, qu'est-ce que... T'es Sharingan. Hein. Sharingan, hein, il est là. Même quand je veux pas l'utiliser, il est là. Allons-y, général Shinshu, de l'aile droite de l'armée de douzaine. Ok, donc Shinshu se lance. Les deux ailes sont parties. Le centre attendra les ordres du quartier général. Général Riju, de l'armée centrale. Ok, donc il y a Riju, général Naraku... Ok. Naraku a l'air... à mon avis, Naraku, lui, a l'air peut-être plus important à voir aussi. Ouais, bon, bref, on va voir. Commençons. Uzen des six grands généraux de Kin. Oh là là, Uzen, mon Dieu, quelle classe. Même commençons, c'est classe quand il le dit. Shibasho, des trois grands cieux de Zao. Oh, c'est peut-être ça ce qui va se passer. Oh là là, c'est ça la folie. Shibasho va bouger, va faire une dinguerie, les frérots. Dites-moi, c'est ça la dinguerie. Oh là là. À l'attaque. L'armée douzaine affronte l'armée de Shibasho. La bataille commence. Ah ben c'est la revanche, hein. Ok, Shibasho. Ah, Shibasho, là, t'es pas parti, là. D'habitude, tu fonces dans le tas. Ok, général Kizui. Donc Kizui bataille, on les connaît. Ok, la bataille commence. L'armée de Kizui affronte l'armée de Kyukai. Très bien, très bien. Franchement, très belle confrontation. Franchement, là, je suis très bien sur ça. Shunsuichu de Zao, plaine de Bunan. Armée conjointe de Shunsuichu et Bananji versus armée de Yotanwa. Bah, la première fois que vous les aviez affrontés, il me semble, c'était dans les autres trucs, elle avait le dessus. Hein. Elle avait le dessus, vous étiez en train de vous faire décimer. Hein. Yotanwa, des six grands généraux. Ah là là. Ah bon, Yotanwa, là, il la dessine moins bien, hein, Yotanwa, je trouve, hein, que d'habitude. D'habitude, vraiment, Yotanwa, quand il la dessine, c'est quelque chose. Hein, là, Ah, voilà, Yotanwa bien détaillé. Voilà, c'est l'heure du massacre. Ah non, mais non, c'est l'heure du bain de sang. Ah non, mais non. Mais si on respecte pas les règles kingdomiennes, là, c'est pas sérieux. C'est l'heure du bain de sang, c'est pas l'heure du massacre. C'est l'heure du bain de sang. Les vrais auront la ref. Les vrais auront la ref. Allez, c'est parti.
La bataille commence. Bam, bam, bam. Ah ouais, c'est... Eux, ils ont même pas d'armure. Rien à foutre, rien à battre, ils ont pas d'armure. C'est des... Ah, en ce jour, du nord au sud, tout au long de la frontière, Qin Zhao, une guerre d'une ampleur inédite décidant du destin des deux pays. Ah ouais. Donc là, le plan, il est ouf. Comment ça? Oh là 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 là. Ça va être une dinguerie, hein. Quand tu vois ah ouais, c'est une dinguerie. Capitale royale de Qin, Kanyu. Au rapport, l'unité Ishin a lancé l'assaut dans les plaines de Muren. La Gakuka a fait de même et la Gyokuru également dans la partie nord du front. L'armée douzaine et Shibasho ont aussi engagé les hostilités. Pareil pour l'armée de Rokuomi dans les plaines de Benru. C'est aussi le cas de l'armée de Yotanwa dans le sud. Ah, il est obligé de nous refaire ça, franchement, Ara, frérot, c'est bon, on l'a vu. On l'a vu, hein, c'est bon. Toutes les armées, elles sont parties simultanément. Ok. Aucun doute, il s'agit d'une guerre totale. Non, sérieux. Shuei-kun, nous n'avons jamais combattu dans une guerre d'une telle ampleur auparavant. Avons-nous décidé quelle armée constituerait notre offensive principale? Non. Lors d'une guerre pareille, n'importe quelle armée peut assumer le rôle d'offensive ou de soutien. Bah, offensive principale, pour moi, ça va être Chine, hein. Mais offensive principale, là, attention, c'est simple, le général le plus offensif de l'armée de douzaine, alors ça peut être Yotanwa à la rigueur, c'est Yotanwa ou Chine, hein. Le plus offensif, c'est lui, de toute façon. C'est Chine, hein, parce que Wuhan est plutôt équilibré. J'ai envie de dire défense-attaque. Muten, je le mettrais plutôt en défense aussi. Le plus offensif de tous, c'est Chine. Nous avons réuni plusieurs commandants qui pourraient prétendre au poste de grand général dans un avenir proche. Même dans l'aide d'un centre de commandement général commun à toutes les armées, chacun des généraux présents sur place est capable de comprendre son rôle sur le moment et de le remplir. Oui, c'est vrai. Autrement dit, Riboku doit être en pleine réflexion. Il ne pourra pas désigner un unique champ de bataille sur lequel concentrer toutes ses défenses. Bah non, tout le monde est dangereux en fait. Tant qu'il n'aura pas réussi à hiérarchiser correctement ses adversaires, il s'épuisera continuellement dans le type de bataille qui lui convient le moins. Est-ce que c'est Riboku qui va s'épuiser ou est-ce que c'est vous qui allez vous épuiser? Attention aussi, hein, c'est vous qui êtes en terre ennemie. Capitale royale de Yan. Ok, pourquoi pas, tiens. Enfin, cela commence. Roi. Il y a du petit flow, hein. Il y a du flow quand même, hein. Ouais, ok, Tairu. Donc Goumei est là. Goumei, pas loin de la fraude. Goumei, t'as été arrêté par Wuhan pendant je sais pas combien de temps, t'as été tenu par Wuhan. Bref, qu'en pensez-vous? En termes de nombre, cette guerre oppose les 440 000 soldats de Qin face aux 400 000 soldats de Zhao. Cependant, si les armées de Hango et de Gui'an dans le nord se mobilisaient, cet écart pourrait être comblé. Intéressons-nous donc plutôt à la qualité de chaque armée, autrement dit à leur composition. Du côté de Qin, la croissance des jeunes généraux Wuhan, Muten et Rixin a été plus que fulgurante. Ils représentent désormais une véritable menace. Leur plus grande faiblesse est sans conteste l'inclusion des anciens soldats de Han dans leur rang. Mais même en prenant cet inconnu en compte dans l'équation, je pense que l'armée de Qin est supérieure en termes de qualité. Frérot, t'as regardé les reviews fumigènes. T'as regardé les reviews fumigènes. Parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit en termes de qualité, il est un peu au-dessus. Mais on est sur les terres de Zhao et on est face à Riboku. C'est ça qui contrebalance un peu le truc et qui équilibre un peu les forces. Bref, Ashu, tiens, on va voir Karine. Donc, Qin vaincra. Si l'on ne jugeait le conflit qu'à la qualité des armées, dans ce cas, cela ne ferait aucun doute. Ouais, mais non, on est bien d'accord qu'on est face à Riboku. Ainsi, Zhao perdra et sera détruit. Qui sait? Et selon l'état des deux armées après ce conflit, il est possible que notre armée se mette en marche vers le nord pour les écraser toutes les deux. Ah bah oui, bah là, c'est le moment, hein. Plus cette guerre durera et plus Shu se trouvera dans une situation favorable. Ah ben, mais très clairement. C'est pour ça qu'il faut voir comment Uzen va l'emporter. Parce que s'il l'emporte et à la fin il lui reste 5 soldats, t'es foutu derrière, hein. Parce que là, Qin, c'est les fonds de tiroir, hein. On est d'accord, hein. Même les bébés, ils combattent, hein. Ça m'étonne de pas encore avoir vu un bébé avec une armure, avec une épée en bois. Voilà donc la raison pour laquelle vous avez mis fin à la campagne des armées de Ku, Yoku et Akurei dans le sud. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. C'est parce qu'une opportunité d'attaquer Qin va bientôt se présenter, Dame Karine. Est-ce que je devrais demander à Kuyoku et aux autres de se mettre en marche vers le nord, dans les environs du château de Ban, hein? Ah, doucement, Bamyo. Quand je disais que Qin allait gagner, je ne parlais que de la qualité des armées. Zhao a un homme, un génie qui est capable de surmonter un tel désavantage et de renverser la situation. Riboku. Et, même si les rumeurs au sujet de Ganmon ont été fortement exagérées, il ne fait aucun doute qu'il excelle en stratégie de défense. Et si Riboku montrait de quoi il était réellement capable. Enfin, il ne faut pas non plus oublier la fierté blessée de ce pauvre Uzen. Aucun doute possible, cette guerre sera un véritable ouragan.
Ah ouais. Attends, on aurait pu parler de Moubou, là. Ah, quand le gars, il dit, ouais, on va essayer de les attaquer, ça serait bien qu'elle, elle aurait pu sortir un petit truc. Non, non, on peut pas, il y a Moubou, quoi, tu vois, franchement, on parle plus de Moubou. On parle plus de Moubou. Moubou, disparition. La guerre Qin-Zhao débuta simultanément sur tous les fronts. Mais parmi eux, une armée parvint à prendre unilatéralement le dessus dès le premier jour. Waouh! C'était celle de Yotanwa. Arrêtez-les! Ah bah voilà, bah Yotanwa, bah oui, Yotanwa, le roi des figots, direct. Mais eux, c'est des vrais sauvages comme on les aime. Hein. Des vrais sauvages. À tous les imbéciles qui daigneront se mettre en travers de Danto et Yotanwa, je vous ferai l'honneur de revenir à la terre de la plus belle manière qui soit. Ouais, mais ils comprennent rien à ce que tu dis, frérot. Merde, nous devons l'arrêter à tout prix. Hors de mon chemin. Mais c'est quoi ce monstre? La première ligne est en train de se faire écraser. Impossible, la bataille vient tout juste de commencer. Faites place. Oula, c'est quoi ça? C'est qui ça? C'est quoi ça? Un archer? Le vent va-t-il changer de direction? Qui c'est que ça? C'est quoi cet archer-là? Faites place. Alors là, déjà, le gars, il arrive, il dit faites place avec des... Ouh, ça va lancer des flèches. Ça va lancer des flèches. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, bip, bip, bip. Chapitre 855. Alors, bon, mon avis sur le 854 quand même, c'est un bon chapitre qui évidemment lance la guerre. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, en termes de qualité d'armée, militairement, offensivement, effectivement, comme on l'avait prédit un petit peu tous, eh ben effectivement, Qin a le dessus. Bon, c'est pas une surprise. Maintenant, c'est surtout comment ils vont contrebalancer la chose. Est-ce que Riboku a une stratégie, encore une fois, audacieuse, lui permettant de contrebalancer un peu le manque de qualité de son armée? On verra bien, mais c'est sûr qu'effectivement, sur le papier, Qin est plus fort. Mais on est face à Riboku, faut pas oublier. On est face à Riboku et on n'a toujours pas trouvé la personne qui pourrait battre Shibasho. Encore une fois, mis à part Chine, il n'y a personne qui peut y aller. Peut-être Yotanwa, à la rigueur. Le roi des Figots, chapitre 855. Donc chapitre 854, très sympathique. Ok, donc le roi des Figots, ok, très beau plan. Ah ouais, nickel, hein, très belle page. On commence. Alors, qu'est-ce que j'ai rêvé? Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il voit quoi? C'est quoi? C'est un faucon, c'est un aigle. Croix. Croix. Ah ouais. Capro. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Tchoc. Ouh. Alors, attends. Là, il s'est pris une flèche, là, comme ça. Bim. Ah ouais, c'est l'archer de tout à l'heure. Waouh. Alors, attends. Après, faut bien parce que Hara, attention, c'est le spécialiste de je te fais croire qu'il est mort, mais en fait, machin. Parce que je rappelle que, c'était comment elle s'appelle l'autre là Kaine, flèche dans le cou, dans la jugulaire, et elle est encore là. Donc attention quand même. Mais là, ça a l'air bien transpercé cette histoire. En plus, il le fait en grande case. Donc ouais, ça pue pour le roi des Figots. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit dès le début de la guerre. J'avais dit le roi des Figots, ça pue pour lui. Hein. Parce qu'on t'avait montré, machin, son amour envers Yotanwa. Reprenez ma review, vous verrez. Ok. Donc, roi des Figots mort comme ça. Ah ouais, quand même. Alors attends, est-ce qu'il est mort? On va voir déjà. Bon, en tout cas, très belle page. Et là, ouais, si c'est en gros plan, ça pue. Si c'est en gros plan comme ça pue. Oh là. Tac. Ah ouais, il tombe. Boum. Ah ouais. Donc non, il est vraiment mort. Ah ouais, Seigneur Danto. Que s'est-il passé? Seigneur Danto. Waouh. Ah ouais, c'était ça, la dinguerie de ouf, les gars. Roi des Figots qui meurt. Ouah, bon, Roi des Figots, c'était pas non plus un truc de ouf. Il était pas non plus ultra développé. Les frérots, vous avez forcé, là, un peu. Hein. Mais bref, j'avoue, c'est quand même assez surprenant. Moi, je m'attendais à ce qu'il meure, mais pas de cette façon-là. Là, c'est vrai. Après, en même temps, les batailles contre les archers, c'est toujours un peu surprenant. C'est clac-clac, c'est des flèches. Donc, effectivement, ouais. Mais là, ouais, non, là, il est mort. Au sol, comme ça, la flèche, ouais, non, là, il va pas nous faire un retour. Wow. Alors, franchement, je vais m'intéresser à la narration, quand même. Donc, il est là. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Ok. Donc, ok, l'oiseau qui est, en fait, une superposition de ce que voit le mec. Ah, ok, c'est plutôt bien. Moi, je trouve que c'est plutôt bien narré, quand même. Hein. C'est plutôt bien narré, quand même, parce que c'est surprenant. Pour le coup, c'est surprenant et effectivement, je m'attendais pas à ce qu'il meure aussi vite, le roi des Figots. Je m'attendais à ce qu'il meure, mais pas aussi vite. Donc, ok, roi des Figots meurt. Putain, comme ça. Ok, aucun doute là-dessus. Le bras droit de Yotanwa, celui qui nous avait le plus donné de fil à retordre, qui nous avait donné le plus de fil à retordre. Bref. Pendant la bataille de Hango, le roi Danto des Figots vient de tomber au combat. Waouh! Mais ce n'est pas le plus fou. Il a été abattu depuis si loin qu'il nous était presque impossible d'apercevoir son bourreau.
Et d'une seule flèche de surcroît. Ah ouais, mais il est monstrueux, lui. C'est qui, lui? Faut appeler Jin Ethan, là. Parce qu'il va tous nous les étaler. S'il est capable d'étaler le roi des Figots comme ça, à des kilomètres, à lui tout seul, là. Mais il est dangereux, lui. Il va nous tuer. Il faut pas qu'il nous tue qui, hein. Me dites pas que Eki meurt, les gars. Non, si Eki meurt, moi, c'est fini. Hein. Moi, c'est pas possible, hein, j'arrête. Hein. Non, je rigole, évidemment. Mais n'est pas battant. Il est décidément à la hauteur de sa réputation. Mais c'est qui, lui? Donnez son nom, merde. Le seigneur Seikaun, ok, qui fait partie des 10 arcs de Chine, oh ouais, et prétendant à la première place de cette élite. Ouais, bon, tu viens de passer premier, hein, frérot, là, ça y est, hein, là, c'est une dinguerie ce que tu viens de faire. Waouh, bon, il a pas une tête de ouf. Seikaun, des 10 arcs de Chine, c'est lui, en chair et en os, il est immense, hors de mon chemin. Ah ouais, lui, il vient, une flèche, et il s'en va. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah ouais, mais c'est qui ce gars-là? Mais c'est quoi cette folie? C'est qui ce mec-là? Merci infiniment. Grâce à vous, nous avons largement pris l'avantage dans cette bataille. Oui, c'était stupéfiant. L'adresse d'un membre des 10 arcs de Chine. Quel honneur d'avoir pu en être témoin. Un honneur, vraiment? En quoi? Je vous écoute. Qu'avez-vous bien pu comprendre de mon arc? Ah ouais, il a une philosophie de l'arc. Moi, ça, j'aime bien. S'il va nous faire la philosophie de l'arc de l'archer, la précision des flèches... Non, mais lui, il faut lui mettre Jin Ethan, hein, par contre. Là, Ara, tu peux pas nous faire ça. Jin Ethan contre ce mec, ça, c'est obligatoire. Par contre, à mon avis, il va avoir une autre cible maintenant. Eh bien... Au lieu de perdre votre temps à discuter, faites votre travail. Dépêchez-vous d'avertir votre général, jeune qui joue. C'est cela pour qu'il prenne le contrôle de cette zone. Et il parle de quoi? Jeune qui joue. Ah, il parle de Shun Suichu. Bien. Mais c'est Shun Suichu, seigneur. Et de votre côté, que comptez-vous faire? C'est l'évidence même. Je pars chasser ma proie suivante. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Il va il va en avoir un autre, là. Wow, non, mais attends, me dis pas qu'il va aller chasser Eki. Hein. Moi, ça, c'est pas possible. Par contre, je suis pas d'accord. Ah ouais, parce que là... Non, me dis pas qu'il va chasser Eki ou qui... Qui est-ce qui peut chasser? Yotanwa? Ouais, Yotanwa, Eki... y a qui d'autre? Faudrait que je revoie la map. Ouais, non, ce serait Yotanwa, ouais. Seigneur Danto. Mon roi, Seigneur Danto. Non, Seigneur Danto. Mais que s'est-il passé, mon sang? Bon, il est mort ou pas, là? Ouais, c'est bon, ouais, c'est bien mort. Cela ne pouvait... être qu'une flèche, impossible, nous n'avons repéré aucun archer aux alentours. Seigneur Danto, bon roi, Seigneur... Ah ouais, ben c'est fini, les gars. Que fais-tu encore là, imbécile? Vite, pars, en danger, notre déesse. Ah oui, la déesse de la mort, elle est en danger, là. Bah oui. Non, ben Yotanwa, quand même, tu vas arrêter la flèche, hein. T'es Yotanwa, quand même, non? Va, et préviens-la. Un terrible archer est sur sa trace. Vite. Yotanwa elle ne doit pas mourir. Ah ouais, ça y est, c'est... Ouais, donc lui, c'est la mort. Par contre, quand même, le roi des Figots... Frérot, quand même. Moi, je dis ça, les hommes des montagnes, on est quand même face à des personnes... Quand tu les envoyais en bataille, ils se prenaient des flèches. Yotanwa, il disait, par contre, je vous ai pas donné l'autorisation de mourir, en fait, relevez-vous. Il se relevait, quoi. Là, le faire mourir comme ça, moi, j'aurais montré un dernier truc. Il se lève, quelque chose, quoi. Le roi des Figots, quoi. Je trouve ça mort un peu... ça manque de... C'est assez rapide, quoi. Bref. Seigneur Danto! Bien, Seigneur, j'ai compris. Laissez Nimushi passer, faites-lui place. Donc là, il faut aller prévenir Yotanwa, il y a un archer qui est sur ses côtes. Attendez, sans que nous nous en rendions compte, l'ennemi a réussi à complètement nous encercler. Comment? Oh, les gars. Bon sang, nous devons ouvrir la voie, Nimushi. Seigneur Shunsuichu, nous avons terminé l'encerclement de l'armée des Figots. Ah, ils vont se faire éradiquer. Il va les éradiquer. L'unité d'élite du roi Danto a reçu une attention toute particulière en l'isolant via plusieurs couches de nos soldats. Il semblerait d'ailleurs que ce dernier ait effectivement été abattu par le seigneur Seikaun. N'en laissez aucun s'échapper. Massacrez-les tous. Massacrez-les tous, mon Pokémon. Nous avons reçu un rapport des éclaireurs du flanc droit. L'armée de la tribu Figo est en grande difficulté. Ils ont soudainement été encerclés par l'ennemi. Ils essuient les assauts répétés de l'armée de Zhao. Les Figo sont en train de perdre aussi vite. Bon sang, je ne vois rien à cette distance. Est-il arrivé quelque chose à Danto? Bah oui, il lui est arrivé quelque chose au Tannois. Mais descends pas. Descends pas parce que là, il y a un mec, il tire des flèches à des kilomètres, on voit même pas la cible. Il y a que lui qui la voit, donc il a les yeux du faucon. Je te conseillerais de ne pas descendre. Nous n'en savons rien, les Figots sont complètement encerclés. Il nous est impossible de voir au travers des lignes ennemies. L'ennemi s'est mis en marche entre les armées des Figots sur l'aile droite et de Baggio au centre. Ouh, ça va aller chercher Baggio peut-être. Peut-être que c'est Baggio. Ah non, pas Baggio. C'est bon, là, il va nous décimer les montagnards ou quoi, là? Non, moi, je suis pas d'accord avec ça.
Combien sont-ils? Ouh, qui a dit combien sont-ils? Attendez, parce qu'on peut pas dire, dans Kingdom, il y a des phrases qu'on peut pas sortir comme ça. On peut pas dire combien sont-ils comme ça dans une petite case éloignée, c'est pas possible. Ara, tu peux pas nous faire ça. Les vrais savent, les vrais se souviennent. Combien sont-ils? Combien sont-ils? 1 millier environ. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont rapides. Nous craignons qu'ils réussissent à percer nos lignes de défense. Les Figos sont supposés les arrêter, mais ils ne peuvent pas s'en occuper au vu de leur situation actuelle. Eh, vas-y, Danto, relève-toi, mon frérot, c'est bon. La mort n'est pas encore là pour toi. Tu vas mourir après, là on sait, tu vas mourir, c'est sûr. Mais relève-toi, fais un truc de montagnard. Relève-toi avec, Kainé, elle combattait avec une flèche dans la jugulaire. Hein. Kainé. Donc le roi des Figos, pour moi, tu te lèves, tu décimes encore quelques soldats, je sais pas, tu lances un truc sur Shunsuichu, une pierre, je sais pas, quelque chose. Non, c'est même pas Shunsuichu, c'est Jeune qui joue maintenant, on va l'appeler comme ça, Jeune qui joue. Ah, elle descend. Bon, là, Yotanwa, tu cherches la mort. Hein. T'es vraiment la déesse de la mort, là. Je vais m'occuper de disperser leurs troupes avec 2000 hommes. J'en profiterai pour aller constater moi-même la situation sur l'aile droite. Oui, dans ce cas, nous nous occuperons du quartier général. Soyez prudente. Oui, je vais souffler sur les braises de Danto pour que le brasier reprenne et plus belle et je reviens. Ah ouais, mais Yotanwa, tu prends... Là, c'est danger, Yotanwa. Hein. Seigneur Shunsuichu, un rapport urgent. Il semblerait que Yotanwa ait quitté son centre de commandement. Ah bah oui, tout se passe comme prévu. Mais Yotanwa, franchement, non, plutôt comme le seigneur Riboku l'avait prévu. Ah bah de toute façon, ça, ils vont nous dire ça tout le temps. Dès qu'il va se passer un truc, Riboku l'avait prévu. Riboku l'avait prévu. Ah mais le cheval de Yotanwa a trébuché, elle est tombée par terre. Riboku l'avait prévu. Il l'avait prévu. Il avait tout prévu, de toute façon, ce mec-là. Mais tu m'attendais, mais le soleil, il s'est mis à pleuvoir. Riboku l'avait prévu aussi. Ils vont nous faire ça, vous inquiétez pas. Tout ce qui va se passer, Riboku l'a prévu. C'est un truc de fou. Bref. Par ailleurs, Seigneur Shunsuichu, cet homme tout à l'heure, c'est Kaun des 10 arcs de Chine. Savez-vous pourquoi il a accepté de participer à cette guerre? Il n'était jamais apparu sur un champ de bataille auparavant. Très bonne question, parce que ce mec-là sort d'où? C'est vrai que là, on en a pas parlé, alors là, je sais même pas pourquoi moi j'ai pas réagi à ça aussi. Ce mec sort d'où? Il vient d'où? Le mec il déboule comme ça, c'est Kaun, meilleur des archers, pim, je tire des flèches, je tue à des kilomètres. Mais pourquoi t'étais pas là avant? Il y a 2 batailles où t'aurais pu te montrer. Il est jamais venu. Ce mec-là sort d'où? Nous ne savions même pas s'il était toujours en vie. En vérité, certaines rumeurs affirmaient qu'il était bien mort. Avec un tel degré d'adresse à l'arc, je ne peux m'empêcher de penser que nous aurions dû l'approcher bien plus tôt. Réussir à... ils vont nous dire, c'est Seigneur Riboku qui l'a approché. C'est Riboku de toute façon qui fait tout. Réussir à retrouver un fantôme qui aurait dû rester légende. Et parvenir à le convaincre de combattre à nos côtés sur le champ de bataille. Voilà encore une preuve du génie de notre Seigneur Riboku. C'est Riboku Riboku. Alors Riboku, hein. Riboku a été voir tous les villages aux alentours pour leur dire de fuir et en leur disant exactement où aller fuir. Riboku avait prévu qu'il allait chercher un des 10 archers qui allait tuer le roi des Figos et qu'une fois qu'il tuerait le roi des Figos, Yotanwa descendrait de sa montagne. Eh les frérots, Riboku ça fait beaucoup quand même. Riboku, je vous dis, ils vont nous dire ça. Riboku a tout prévu. Bref, est-ce ici? Oui, c'est ici. Ok. Ah, ça y est, Yotanwa, elle est sur le champ de bataille. Clac, clac, clac. Ah bah oui, il est en face d'elle. Ah bah là, c'est foutu, là. Ah bah là, c'est foutu. Ouais, attends, mais Yotanwa, tu arrêtes les flèches, toi. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Riboku. Ah, et flashback. Ça pue pour Yotanwa s'il y a flashback. S'il y a flashback avant qu'il tire la flèche, ça pue pour Yotanwa. Peu importe le nombre de fois que vous viendrez ici, ma réponse demeurera inchangée. Mon arc ne sera plus un instrument de guerre. D'accord. Ouais, donc lui, il a vraiment la voix de l'arc, quoi. Il n'est pas destiné au combat. J'abhorre cette tuerie unilatérale et impitoyable. Est-ce parce que cela va à l'encontre de vos valeurs, de votre idéologie, c'est cela? Non, pas du tout. Je ne comprends plus à quoi sert mon arc. Ah, il y a un enfant, attention, hein. On attire notre attention. Parce que, faut vous dire une chose, c'est que toutes les cases racontent quelque chose. Dans un flashback comme ça, c'est très important. Chaque case raconte quelque chose, ok? Donc là, si on te montre un petit enfant avec un arc comme ça, attention que notre Seikaun ne se fasse pas buter et son fils arrive. Hein. Il y a un truc. Hein. Ou peut-être ça raconte quelque chose. Lui je pense qu'il va raconter quelque chose, Seikaun. Hein. Je pense qu'il va raconter quelque chose. Ça peut être intéressant. Je ne comprends plus à quoi sert mon arc. Donc là, ça va pas. Là, il parle. Il crie. Il lui dit quelque chose. Ah. Donc je pense qu'on aura la suite de ce flashback plus tard. Là, en fait, on nous dit juste que Riboku a réussi à le convaincre. Ok.
D'ailleurs, j'aime bien, je préfère comment il a introduit les flashbacks avec le noir, machin, le dégradé derrière. C'est mieux, je trouve, que les cases un peu faites un peu en losange. Je trouve que c'est plus... C'est bien, on sort un peu de l'histoire, c'est mieux. Donc Reiboku a trouvé les mots. On sait pas c'est quoi, mais on va le savoir très certainement à sa mort. Je pense, à sa mort. On verra. Bref, Yotanwa. Tac! Ah, Yotanwa s'est aperçu de quelque chose. Qu'y a-t-il, dame Yotanwa? Rien. J'ai dû rêver. Ouais, mais Yotanwa... Ah, bah Yotanwa, t'as vu quelque chose. Bon, bah écoute, ça c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Ouh là là, il a armé, Yotanwa, non, impossible. Vous êtes l'unité d'élite de Dame Tanwa. C'est un messager du clan Ok. Elle est en danger, Dame Tanwa. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. Comment as-tu réussi à t'échapper de l'encerclement? Quelle est la situation du clan Figo? Plus tard, quelqu'un cherche à l'assassiner. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est un mec qui a réussi à s'en sortir du clan des Figo. Et qui dit vraiment, Yotanwa doit vraiment faire attention parce que lui, il est plus fort que les autres. Lui, il est chaud. Ok. Donc là, il arc. On revient sur le flashback. Ok, d'accord. Être impitoyable, cela n'a rien de mal. Fuyez. Ah, ça pue de ouf pour Yotanwa, par contre, là. Ça pue de ouf pour Yotanwa. Parce que là, toute la narration indique qu'elle va se prendre la flèche, déjà. Par définition, le champ de bataille est... Fuyez, dame Yotanwa. Ah ouais, elle va se prendre la flèche, c'est sûr. Ch'tac. Ah bah ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Un endroit sans merci. Une flèche impitoyable transperce la déesse de la mort. Ah ouais, putain, merde. Putain, pas Yotanwa, c'est relou par contre. Oh non, pas Yotanwa, c'est relou ça. Oh non. Ah ouais, en plus, elle se la prend où là? Ah ouais, là, c'est pas limpide, c'est pas clair. Elle se la prend dans le cœur ou pas? Ah, elle a les yeux livides. Ouais, ça pue de ouf. Ça pue de ouf. Est-ce que parce que vu l'angle de vue, ça peut être, c'est pas obligé que ce soit le cœur ou un truc comme ça. Donc attention, parce que je rappelle que Ara, c'est le spécialiste de ça. Hein. Souvenez-vous, la case Reiboku, on le voyait comme ça, clac, machin, truc de sang, voilà. Donc Ara, c'est le spécialiste de ça. Mais le fait qu'elle ait les yeux un peu dans le vent, comme ça, machin, les yeux un peu livides, pose la semaine prochaine. Ok, tant mieux, tant mieux. Ok. Ah, c'est relou, par contre, Yotanwa, ça me fait chier. Ah non, Yotanwa, ça me fait chier, putain, merde. C'était ça, la dinguerie. Ouais, j'avoue, dinguerie, par contre. Yotanwa, c'est dinguerie, par contre. J'avoue, Yotanwa, par contre, ça, c'est dinguerie. Ah non, moi, ça me fait chier, moi, Yotanwa, attends, Yotanwa, quand même, c'est quelqu'un dans Kingdom. Alors, ok, bon, déjà, il n'y a aucune surprise. Dans la narration, je le dis très clairement, il n'y a aucune surprise. Ça se termine sur ça? Ok. Aucune surprise. Pourquoi? Déjà, le chapitre s'appelle La flèche impitoyable. Donc déjà, bon, voilà, on te dit que voilà. Par contre, alors dans le même chapitre, je trouve ça quand même un peu violent dans le même chapitre quand même. Ça fait deux. Alors après, le roi des Figo, en même temps, il n'a pas été développé. Donc en vrai, bon, bref. Mais deux, ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est bien pour la narration, c'est bien pour le scénario, ça surprend. Alors, mais il n'y a pas de surprise dans la flèche que se prend Yotanwa, parce qu'encore une fois, dans la narration, il nous prépare à ça. Hein. Je veux dire, un deck... Attention, c'est très simple, les frérots. Hein. Avant que le mec décoche, dès qu'on on part en flashback, c'est que ça pue. Hein. C'est ça, ça, c'est pas moi qui le... Ça, c'est... Voilà, on part en flashback, c'est que ça pue. Moi, je m'attendais à ce qu'elle se prenne la flèche, mais j'avoue, je pensais qu'elle allait se la prendre peut-être, ouais, ce que je veux dire, peut-être à l'épaule ou un truc, machin et tout. Tu vois, bon, après, dans Kingdom, on se prend tout le temps des flèches, donc attention. Après, en vrai, c'est le... Voilà, hein, il y en a qui... Encore une fois, je me répète, mais il y en a qui se prennent des flèches dans le cou et qui sont encore là. Bafuji, sans commentaire. Bafuji, sans commentaire, hein, ok? Donc, bref. Donc, en soi, ça veut tout dire et rien dire. Tu peux pas faire mourir Yotanwa comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas faire mourir Yotanwa comme ça. Mais, là où c'est quand même un peu dangereux pour Yotanwa, c'est que, et je l'avais dit lors des lives à l'époque que je faisais, c'est que l'arc narratif de Yotanwa, il est terminé. N'en déplaise aux ultra fans de Yotanwa qui vont toujours chercher des choses. Ouais, non, Yotanwa, c'est pas terminé, elle a encore des choses à raconter. Yotanwa, elle a plus rien à raconter. Yotanwa, clairement et simplement, elle a unifié les peuples. Donc maintenant, Yotanwa, elle est avec Sei, point barre, terminé. Donc en vrai, tu peux la faire quitter le champ de bataille. Tu peux la faire mourir, Yotanwa. Donc en vrai, ça m'énerve de le dire, mais d'un point de vue scénaristique, elle peut mourir. Alors, le roi des Figo, tu peux le faire sortir de cette façon-là du scénario, parce que le roi des Figo...
j'ai pas envie de dire ne raconte rien, mais le roi des Figots n'est pas destiné à raconter quelque chose. C'est pas un personnage important. Il est important dans l'armée, mais c'est pas un personnage important pour le scénario. Mon micro fait des siennes. Normalement, vous allez continuer à bien m'entendre. Sauf qu'il est un peu bas, parce que je dois le charger un petit peu en bas. Alors, comme je disais, donc le roi des Figots, tu peux le tuer comme ça, parce que le roi des Figots, en soi, n'est pas un personnage important pour le scénario. Donc tu peux le tuer, et en plus, il n'a pas été développé. Donc la mort du roi des Figots, en soi, n'est pas très grave. J'aime pas dire ça, parce que moi, je kiffe le perso, mais elle n'est pas grave, en soi. Donc tu peux le faire mourir, le roi des Figots. Maintenant, Yotanwa, tu peux pas la tuer comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas la tuer comme ça. Tu dois quand même raconter un truc quand même au bout d'un moment sur sa mort. Donc pour moi, Yotanwa peut pas mourir comme ça. Si Yotanwa meurt comme ça, c'est vraiment triste et c'est vraiment dommage. Et je trouverais que c'est vraiment maltraiter le personnage, d'accord? Donc voilà, moi mon avis c'est que là on a eu vraiment 2 très bons chapitres. Par contre, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des bons chapitres comme ça. Ara a franchement su réveiller un peu, j'ai envie de dire, l'intérêt que tu peux avoir pour cette guerre, même s'il était déjà intérêt qui était déjà grandissant, mais là, c'est vrai que tu te dis, waouh, ça commence comme ça, c'est bien, et c'est important que ça commence comme ça, parce que on a quand même eu beaucoup de chapitres de transition, de mise en place, etc., etc., donc c'est bien, au bout d'un moment, d'avoir un chapitre où on se dit, waouh, surprise sur surprise, donc ça a le mérite d'être surprenant, d'accord? C'est très rapide, mais c'est surprenant. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Maintenant, qu'est-ce que ça va raconter derrière? Qu'est-ce que ça va amener derrière? Là, tuer Yotanwa maintenant tout de suite comme ça, c'est trop rapide, je trouve. C'est trop rapide dans le scénario. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va quand même y avoir une survie, il va y avoir quelque chose. Si maintenant, il s'avère que Yotanwa meurt, bon bah déjà, ça serait bien de nous raconter quand même quelque chose au final, à la fin, sur elle, quelque chose qu'on savait pas. Ça serait intéressant de nous dire que, voilà, ce serait peut-être pourquoi pas revenir un petit peu à la genèse de Yotanwa, un petit peu, etc. Pourquoi elle a voulu unifier les peuples et tout. Ça peut être intéressant, au moins de nous expliquer ça, histoire que l'arc narratif soit vraiment complet. Mais le problème, c'est que l'arc narratif de Yotanwa, bon bah voilà, quoi, c'est pas, même s'il le fait pas, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un truc où on se dit, non, on a besoin d'avoir les explications. Non, on n'en a pas besoin, en vrai. C'est juste pour que le personnage soit bien écrit du début jusqu'à la fin, selon moi, en tout cas. Donc, écoutez, franchement, des très bons chapitres. Très, très bons chapitres. Surprise. Alors, moi, la surprise, elle n'est pas dans le déroulement et dans la flèche que Yotanwa se prend, en toute honnêteté. Tout te préparer à ça. La surprise, elle est plutôt, je trouve, dans le fait de faire ça sur un seul et unique chapitre. Je m'attendais vraiment pas à ça. Par contre, il faut parler du Seikaun, parce que le Seikaun, il faut nous expliquer, il faut quand même nous expliquer qu'est-ce qu'il fait là, et comment Oribuku a réussi à le convaincre, parce que le mec n'était pas là dans les autres guerres. Ok, donc faut quand même que nous donner quelques petites explications sur ça. Et lui, sa mort à lui, je pense que ça va être une belle mort. Par contre, lui, je pense qu'il va il va avoir un propos. Je pense qu'il va avoir un propos scénaristique sur lui. Évidemment, pour moi, c'est une cible pour Jin et Tan, hein. Enfin là, je veux un duel d'archers. Enfin là, ça y est, c'est bon, Ara, là t'es parti. Il nous faut un duel d'archers. Ça me paraît obligatoire. Donc écoutez, franchement, très 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 intéressant. Franchement, merci à vous de m'avoir invité à lire ces 2 chapitres, franchement, parce que je suis pas déçu. Je suis pas déçu pour le coup. J'ai passé un bon moment. Ça faisait longtemps que Kingdom m'a eu de grosses surprises comme ça. Que je dis bien attention, c'est pas le déroulement du truc qui est surprenant, parce que tout était téléphoné, c'est le fait de faire ça en un chapitre, de tuer 2 personnages comme ça, en un chapitre. Waouh, enfin de tuer 2. Le deuxième, on sait pas. Le premier, oui, mais le deuxième, on sait pas. Et même le premier, moi, j'aimerais bien, il se relève, oh, il fait un truc, quoi. Mais bon, ça me... Comme d'habitude, je vous partage les messages du Discord des frérots. Ils vont vous donner leur avis sur ces chapitres 854 et 855. Le premier à avoir laissé un message est notre ami Thanatos, qui nous dit « Non, Yotanwa, pitié, pas toi, pas comme ça, pas sans avoir brillé. » Plus sérieusement, le chapitre était vraiment fou, avec cette montée de tension extrême qui culmine avec la potentielle possibilité même infime de la mort de Yotanwa. Entre parenthèses, il nous dit « J'espère vraiment qu'elle n'est pas morte ». Et cela explique bien pourquoi Ara se sert très peu des archers, car ils peuvent one-shot n'importe qui à 300 mètres, y compris des gros noms du manga qui peuvent rien faire. Effectivement, je suis d'accord avec toi mon frère Thanatos, c'est vrai que le fait que Ara n'utilise pas les archers se justifie effectivement, parce que scénaristiquement, c'est difficile de ne pas les mettre en avant. Enfin, si tu veux les mettre en avant, tu es obligé de les faire briller de cette façon-là, et tu annihiles un peu tous les enjeux de guerre. C'est vrai que fumer Yotanwa comme ça à distance,
c'est un peu exagéré. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas morte. De plus, je noterai que Yotanwa a vu le coup venir. Encore une fois, il faut s'intéresser à la narration. Ara nous laisse des indices et on doit les prendre en compte. Regardez bien, avant la venue de Seikaun, Yotanwa se dit « il y a quelque chose, j'ai cru rêver ». Cela montre qu'elle a vu la flèche de Seikaun venir. Du moins, elle a senti qu'il y avait quelque chose. On peut donc présupposer qu'elle s'est peut-être mise en position et peut-être que, on va dire que ses fonctions vitales, cela n'a pas touché un point vital. Ça n'a pas touché, on va dire, un point important, son cœur ou un truc comme ça. D'accord? Un organe vital, du moins. Donc, je pense que toute cette narration nous indique que Yotanwa est très certainement encore en vie. Mais ce n'est que mon avis. Ensuite, on va voir le message de mon frérot Guzman-Dertal. Seikaun a fait une arrivée massive à lui tout seul sur le champ de bataille. Les archers dans Kingdom sont surboostés. RIP Danto, le grand roi des Figos. Et Yotanwa n'est pas mort, j'espère. On va voir un Bajo ultra vénère qui va faire un carnage. Quelle sera la prochaine victime de Seikaun? Alors, je suis d'accord avec toi, Guzman-Dertal, la réaction de Bajo est à analyser. Effectivement, je pense qu'on va voir un Bajo berserk. Un berserk Bajo, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, je pense que vraiment, il va pas rigoler. Quelle sera la prochaine victime de Seikaun? Ou est-ce que Seikaun est la prochaine victime? Je te pose la question, Guzman-Dertal. Mets-le en zone commentaire. Ensuite, on a notre frérot Braza qui m'a laissé un message très court qui m'a dit « Seikaun, même pas un chapitre, il a une meilleure carrière que Shibasho et une meilleure introduction. » Tu es méchant, parce que n'oublie pas, Shibasho, il a quand même un petit palmarès, hein, mais bon, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Yotanwa Olpixis nous dit « L'introduction de Seikaun montre la différence de niveau entre la quasi-totalité des archers du verse avec les 10 arcs de Shin, avec cette magnifique flèche sur Danto et face à Yotanwa. Étant donné qu'on sait que Seikaun, Senshubi et Sugen, le père de Jin et Tan, touchent une cible à 500 pas 8 fois sur 10 et que Bashuri touche une cible 9 fois sur 10, ça montre la différence de statut et le futur niveau de Bashuri que Ara nous tease. De plus, on nous dit que Seikaun est prétendant de la première place des 10 arcs. C'est parce qu'il est en concurrence avec Senshubi de Yan et aussi parce que Bashuri a l'air d'avoir pris sa retraite. Car on nous dit qu'il n'est plus, dans les premières lignes également. Le max actuellement a l'air d'être 9 sur 10 concernant le fait de toucher une cible à 500 pas, car 10 sur 10, c'est du OS à chaque fois. Ok. Enfin, si on part du principe que Danto est bel et bien mort, la seule façon de sauver toute l'aile droite de Yotanwa est d'envoyer Enpo diriger son armée. Après tout, à Ryuyo, c'est celui qui a dirigé et commandé le siège sur la ville, forteresse de Ryuyo avec des soldats de chaque tribu, montrant ainsi qu'il connaît leurs défauts et qualités à chacun. Idem pour Yotanwa. Perso, je la vois pas mourir, car si elle meurt, ça signifierait que Bajo reprendrait le lead. Mais étant donné qu'il est surtout fort martialement, parlant avec la perte de Figo, cela diminuerait grandement la puissance offensive de l'armée de Yotanwa, si on part du principe que Bajo reste au QG pour donner les ordres. Mais scénaristiquement, ça collerait pas, vu que si Yotanwa meurt, ce sera quasi impossible d'unifier toutes les tribus des montagnes, sauf si Yotanwa transmet son rêve à Bajo pour le réaliser. Théorie. Yotanwa a préparé une armée stationnée à Eiyu ou Buju dirigée par un nouveau général Quanrong, soit Enpo, car on nous dit bel et bien qu'elle vient de mobiliser la totalité des soldats Quanrong et qu'elle est prête à se déployer pour capturer Kantan. Je suis d'accord avec toi, c'est un très long message, il y a énormément de choses à dire, je ne pourrais pas réagir sur tout. On va plus s'intéresser effectivement au remplacement de Bajo. Effectivement, je ne vois pas Bajo donner des directives. C'est pour ça que Yotanwa, son armée repose quand même sur elle. Donc, en vrai, si elle meurt, pour moi, l'armée part en lambeaux. Hein. On peut se le dire très clairement, frérot. Hein. Donc, j'ai du mal à voir Bajo donner des ordres. Par contre, voir un Bajo complètement déchaîné et accomplir un acte, on va dire, historique dans Kingdom, ça, pour moi, c'est possible. Et c'est même fort possible. Sir Charlie nous dit, chapitre exceptionnel, voire le meilleur qu'on a eu depuis l'ère Kanki, je suis d'accord, avec une des meilleures introductions de personnages de l'œuvre. Une des meilleures introductions, je suis pas forcément pour. C'est pas parce que tu arrives et tu tapes de grosses têtes comme ça que c'est lourd. En vrai, il faut s'intéresser à pas mal de choses. Faut se dire aussi que, ok, il fait ça, mais derrière, qu'est-ce que ça va raconter derrière? Est-ce que le personnage va raconter quelque chose? Est-ce que scénaristiquement, c'est intéressant de mettre out quand même 2 persos comme ça dans le même chapitre? Je sais pas, je pose la question. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais son introduction scénaristique, je dirais pas qu'elle est réussie. Sincèrement, je dirais pas que c'est réussi. C'est pas non plus un truc de fou. J'attends d'en voir plus. Sincèrement, une introduction, c'est pas un chapitre. Il faut quand même lui laisser plus de temps à Seikaun.
J'aimerais surtout mettre en avant la mise en scène du chapitre, qui a été parfaite, pour montrer l'aspect impitoyable de la guerre et la brutalité de la mort sur le champ de bataille. Sur ça, je suis d'accord avec toi, Sir Charlie. Danto est utilisé comme un outil qui apporte immédiatement de l'attention. Il n'était qu'une ouverture pour introduire le grand archer des 10 Seikaun. Le chapitre s'agence autour de lui et sa dangerosité qui impacte directement l'armée des montagnes. Et le portrait du personnage se fait progressivement au cours des pages, jusqu'à l'apparition d'un flashback minutieusement placé pour le bouquet final, pour l'intérêt premier du chapitre, la chasse de Yotanwa. C'est vrai. Et cette flèche qui transperce Yotanwa dans une magnifique double page est la clôture du rideau. La guerre est sans merci, et la menace qu'est la mort peut surprendre et toucher tout soldat, qu'importe leur statut. Hara montre encore sa narration d'une haute qualité par ce chapitre, qui je l'espère sera rendu encore meilleur plus tard, si les conséquences sur Kin sont au rendez-vous. Mais écoute, je valide la deuxième partie de ton message, Sir Charlie, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Denzel le pertinent. Oh mon frérot Denzel le pertinent. Est-ce qu'il sera aussi pertinent que d'habitude? Chapitre vraiment lourd. J'ai vraiment apprécié la tension scénaristique et le fait qu'Ara sorte de son schéma habituel de bataille. J'ai été choqué et j'ai aimé l'être. Surtout que ce Seikaun avait été mentionné au même moment que l'introduction des frères archers. C'est vrai. Il y a aussi un grand archer du nom de Shenshubi à Yan. C'est vrai aussi. Je suis content de fait que Yotanwa subisse des déconvenues. J'avais l'impression qu'elle avait un totem d'immunité depuis le début du manga. Si je prends l'exemple des 4 autres grands généraux que sont Tu, Kanki, Uzen et Mubu, ils ont tous subi des déconvenues lorsqu'ils ont eu un focus scénaristique. C'est vrai, Mubu a pris une leçon à Bayou, a vu son armée se faire décimer, ça lui a permis de grandir et de faire sa masterclass à la coalition. Mais à Juko, sa performance était limitée. Sur ça, je suis d'accord, frérot, effectivement. Tout à la coalition perd 2 de ses commandants, Rinbun et Dukin, contre l'armée de Shu, à Shuyo. Il est transparent. Effectivement, je suis d'accord, à Shuyo, il est transparent. On a dû attendre Han pour le voir à son plein potentiel. Kanki, des Eikyu, commençait à perdre des figures importantes comme Raido, puis il est mort à Guyane. Uzen, sur les plaines de Shukai, perd Maku dès le premier jour et se fait humilier à Ango. Yotanwa n'a jamais rien subi, hormis la mort de Katari, qui a été remplacée par Kitari directement. Elle disposait jusque-là d'un totem d'immunité, car waifu, reine de la tribu des montagnes, etc. Je suis bien content qu'elle prenne cher pour une fois. T'es dur avec Yotanwa, mais j'avoue, c'est pertinent. J'aime aussi le côté cruel de la mort de Danto, qui est loin d'avoir reçu une mort héroïque comme Aku, par exemple. Ça rabat vachement les cartes de la bataille. On se disait tous que le Sud était faible face à Kin. En effet, il était inconcevable que l'armée de Ganmon puisse l'emporter face à Yotanwa et Muten. C'était trop déséquilibré, mais désormais, les rapports de force sont inversés. Je ne crois pas à sa mort. Une telle mort pour un perso important serait une mauvaise écriture selon moi. Ouh là là, il est pertinent. Il dit exactement la même chose que dans ma review alors qu'il ne l'a pas vu. Il est pertinent. De plus, nous avons vu Akurei de Shu, one-shot un commandant de tout à la coalition. Nous avons vu les frères archers, inexpérimentés, tuer un général et multiples soldats dès leur première campagne. Il est donc normal que le top 3 des 10 arcs fasse pareil. Attention aux archers présents à Yan et Wei. Ah, ben écoute, tu gardes ton totem d'homme pertinent. Effectivement, si on regarde ça d'un point de vue, on va dire, un peu plus macro, on se rend compte que Yotanwa avait, alors j'irai pas jusqu'à dire un totem d'immunité, parce qu'Arioyo, elle a quand même pris cher, mais elle avait quand même, elle faisait un sans faute. C'était un sans faute pour Yotanwa. Donc c'est vrai que là, on va voir une Yotanwa qui va devoir effectivement nous montrer peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vu d'elle. Alors on l'a déjà vu au bord de la mort, Arioyo, etc. Mais là, c'est différent. Là, c'est différent, effectivement, parce que elle a perdu non seulement Danto, le roi des Figos, mais elle est également blessée et on ne sait pas si elle est morte. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est bien, c'est bien. Mais par contre, il ne faut pas que Yotanwa meure comme ça. Sinon, je suis d'accord avec toi, ça serait vraiment une mauvaise écriture. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, les frérots? Je suis en train de scroller. Alors, il y a l'homme du moment qui me dit « Très très bon chapitre. En plus, juste avant une semaine de pause. Hara ne veut pas notre bien. » Bon, j'imagine que tout le monde sait que Yotanwa ne mourra pas comme ça. On est d'accord. Elle risque d'être blessée. Oui, peut-être incapable d'impacter la bataille sur les prochains jours. Mais ça s'arrêtera là, je pense. J'aime bien ce chapitre, car ça nous explique également pourquoi les frères archers de l'unité sont un peu laissés pour compte. Sinon, les batailles se finiraient en 5 minutes chrono. C'est vrai. Donc j'ai hâte de voir comment il va gérer les choses avec les frères archers et les 10 archers de Chine en général. Parce que c'est vraiment cheaté d'avoir des archers de ce niveau. Je pense que les prochains chapitres vont se focus sur le champ de bataille du peuple des montagnes et que Hara va remonter pour nous donner des infos sur chaque champ de bataille. Pour ensuite se focus un bon moment sur le Shin versus Riboku. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça prouve aussi effectivement pourquoi les archers n'ont pas été utilisés. Après, tu sais frérot, dans un scénario, tu fais un peu ce que tu veux. Si tu veux nous montrer qu'à un moment donné, les archers sont pertinents, ils le sont. Si tu veux nous montrer qu'à un moment, ils sont pas très pertinents,
tu le montres aussi. Donc en vrai, on verra plus tard. Uhon le Great nous dit, un des chapitres les plus lourds de sens pour Hara, la chute, un grand général par un archer et pas par un duel. Pour moi, Yotanwa est soit morte ou blessée grièvement ou au pire paralysée, ce qui pourrait permettre une sortie pour Hara. Elle va être sortie sans avoir accompli de grands faits. Danto est pour moi mort en pensant à sa belle reine, mais les archers et les tireurs sont trop puissants dans Kingdom. Je comprends pourquoi Hara limite leur utilisation, sinon cela serait des massacres. Uhon le Great nous dit ça, frérot. Et oui. Bon, bah écoutez, ensuite, il y a d'autres messages, mais je pense que je vais m'arrêter là. Allez, on va lire le message de Pitpachi. Se servir de Yotonwa comme de chair à canon pour un perso qui ne terminera sans doute même pas l'arc, mais qui devait en même temps être mis en valeur, est pour moi quelque chose qui a du mal à passer. Ah bon? Ah, pour lui, il n'est pas content de ce chapitre. C'est intéressant, ça. À la place de beaux dessins, est pour moi quelque chose qui a du mal à passer. À la place de beaux dessins et une réplique badass m'aurait entièrement satisfait en ce début de bataille. Difficile d'accepter le compromis entre la mise en avant de Seika-un et la sortie obligatoire sans permission de riposte de Yotangoat. Oh, il n'est pas content. On est au chapitre 855 et on sait que bientôt la nouvelle génération doit égaler voire surpasser l'ancienne. Mais j'aurais trop voulu voir la déesse de la mort livrer un combat dantesque dans cette ultime bataille contre Zhao. Je comprends mieux maintenant pourquoi Hara s'est abstenu de mettre en scène ce genre de perso dans leurs capacités kingdomiennes hors du commun peuvent influer le cours d'une guerre, dépassant tout entendement, ce qui a pour effet un sentiment de frustration pour la cible visée car inévitable, sauf archer contre archer. Frérot, toi t'as pas vu ma vidéo, mais t'as la même théorie que moi. En gros, le pouvoir décisionnaire conféré à Seika-un dans cette guerre est beaucoup trop important selon moi par rapport à l'action en elle-même, car résultant d'un simple tir d'une flèche, irréaliste soit dit en passant, on en retient une sorte de non-mérite à l'accomplissement de ses actes. Ceci dit, ma principale crainte est due au fait qu'on n'aura pas la fameuse « je veux un bain de sang ». Oh là là, très très bon message, très pertinent. Pipachi ne va pas, on va dire, dans le sens de l'avis général, à dire que le chapitre est lourd. Pipachi, lui, dit effectivement que ouais, c'est bien, mais par contre, il trouve que c'est dommage de potentiellement sortir Yotanwa de cette façon-là. Et effectivement, on peut discuter sur le sujet. On peut discuter. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect de frustration. Et par contre, je pense que, sans le vouloir, Pipachi, tu as peut-être mis le doigt sur l'idéologie de Seika-un. Parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé, mais je pense que Seika-un a une véritable idéologie concernant l'art de tirer des flèches, l'art d'être un archer. Et je pense que quand tu dis le pouvoir décisionnaire d'une flèche, en fait, je pense que peut-être que Seika-un a une frustration à ce niveau-là. Peut-être que les gens ne comprennent pas son art. C'est pour ça que lorsque les autres lui disent « c'est incroyable ce que vous avez fait », et il lui dit « est-ce que réellement tu sais ce que mon arc a fait ?» Enfin, je crois qu'il pose une question dans ce style. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que peut-être que c'est pour ça qu'il s'est retiré des champs de bataille aussi. C'est peut-être que finalement, il n'avait pas la reconnaissance. Les gens ne comprennent pas finalement son art. Je pense qu'il doit avoir vraiment quelque chose dans ce délire-là avec Seika-un au niveau de la compréhension de l'importance peut-être d'un archer dans une bataille, ce qu'il est capable de faire, et au final, le pouvoir décisionnaire qu'il a, peut-être il n'a pas un rôle suffisamment important selon lui, ou peut-être que les gens ne reconnaissent pas finalement toute la finesse et la pureté de son art. Ça doit être un fou des archers, mais je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose. Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose, frérot. On va s'arrêter là, en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review, cette longue review jusqu'au bout. Prenez soin de vous, que l'honneur soit avec vous et abonnez-vous au Discord.